Bonjour, bonjour à tous. Je vous parle depuis le stand de l'espace contract virtuel de l'ameublement français à Equipotel, qui devait ressembler à mon fond d'écran. Et avec la suppression de la session de 2020 avec nos confrères et partenaires d'Equipotel, du French Design by VIA. J'ai pas le son. Antoine, j'ai pas le son. Nous, on vous entend, Christine. Et donc, nos partenaires de notre numéro, qui est représenté par Émilie Blanchet. Bonjour. Bonjour. Je suis... alors, il y a Christine qui est en train de se brancher. Ça y est. Nous recevons Isabelle Ricard. Bonjour, Isabelle. Bonjour à tous. Sophie Chenel, bonjour Sophie. Et Christine Loret qui va se présenter tout à l'heure. Alors Isabelle, présentez-vous d'abord parce que ça fait partie du rituel. Tout à fait. Bon, alors voilà. Bon, aujourd'hui le thème, si je puis dire ainsi, était le design et la créativité au service de la table. Donc, bonjour à tous. Voilà, je voulais vous exposer mon travail de designer et d'artiste qui m'a conduit à créer donc un laboratoire de recherche à table. Donc, bienvenue à tous ceux du secteur d'activité qui voudraient partager cette belle aventure de ce laboratoire de recherche qui en fait fait rencontrer aussi des artisans, fabricants, professionnels du milieu. Voilà, donc je vais me présenter et puis vous expliquer la logique. D'accord. Ah, il y a des coupures qui recommencent. Allô, allô, Isabelle? Donc, je voulais donc vous expliquer quel était mon parcours professionnel, ce qui m'a donc amené à créer ce laboratoire de recherche en tant que designer puis artiste. Voilà. Donc, 2-3 mots sur mon parcours. Française, voilà. Donc, je revendique ma nationalité aujourd'hui encore plus, en tout cas. Et donc, ma collaboration avec des industries d'ameublement m'ont amené à exporter la culture française. Donc, mes débuts se sont faits en... Ah, ça marche pas. Je te propose éventuellement, Isabelle, de te déloguer et puis de reloguer. Et pendant ce temps, on va discuter un petit Christine Loret. D'accord, ok. Je recommence de me reconnecter alors, hein? Parfait. Ouais. Christine, est-ce que vous pouvez nous présenter les... Bien sûr, bien sûr. Alors, on a un chemin un petit peu parallèle avec Isabelle dans le sens où moi je travaille aussi avec des artisans. J'ai épousé un designer dans les années 70 qui travaillait avec des gens comme Dôme, Christophe. Là, on a travaillé après avec beaucoup d'orfèvres en France et à l'étranger. Et dans les années 90, on a fait une rencontre avec un orfèvre français, fin 19e, donc, qui s'appelait Roumarkian, qui a disparu depuis. Alors, la particularité de cet orfèvre, en fait, c'était de travailler qu'avec des artistes et de nous offrir la possibilité d'une technique où beaucoup de contraintes techniques étaient gommées. On travaille en fait à la cire perdue, comme pour le bijou, ce qui fait que chacun de nos modèles est unique et qu'il est repris entièrement à la main. Alors évidemment,
moi, quand ce premier éditeur de mon mari a fait faillite, j'ai repris nos modèles, j'ai recréé l'outil de travail et tout le réseau de vente, évidemment. Et je travaille depuis en France, exclusivement en France. J'y tiens parce que c'est de plus en plus difficile. Et donc avec des petites structures qui sont parfois pas plus d'une personne. Mes entreprises, les entreprises avec qui je travaille sont entreprises patrimoine vivant. Ça veut dire qu'elles ont vocation à transmettre leur savoir-faire. Et un de mes 2 orfèvres est meilleur ouvrier de France. Donc on est, je dirais, dans l'excellence. Et c'est ce en quoi j'estime, moi, en tant qu'éditrice, j'ai énormément de chance parce que je travaille avec des gens de talent, qu'ils soient artisans ou artistes. Voilà. Alors aujourd'hui, on a une production qui est faite à la demande, une cible de clientèle qui est très restreinte parce qu'on a des prix plutôt élevés, que la clientèle française est pas toujours à notre écoute. Hein. Beaucoup de clients veulent d'abord des marques parce que ça les rassure. Nous ne sommes pas une marque. Et puis, l'essentiel de ma clientèle est ailleurs. Elle est aux États-Unis, elle est en Angleterre avec les pays émergents, en Russie, dans le nord de l'Europe. Voilà ce que je peux vous dire. Je peux peut-être ajouter que quand j'ai repris les modèles qui appartenaient à mon mari dans la faillite, en fait, on est parti à la base avec 5-6 modèles, qu'on en a aujourd'hui une quinzaine, donc faites le calcul, 2009-2020. On a beaucoup travaillé, on a retravaillé les collections, certaines d'entre elles, on les a modernisées, on a cherché à avoir une transversalité, à avoir peut-être une exigence que Roumarkian n'avait pas à l'époque, en fait, ou peut-être il l'avait, mais pas selon nos critères à nous, nos critères d'artistes et de designer. Voilà ce que je peux vous dire. Vous êtes combien de personnes dans l'atelier ? Alors moi, je suis seule, je travaille seule. Mon mari et moi, on fait souvent les maquettes. Hein, c'est lui qui continue à créer. Je travaille également avec un autre sculpteur de renom international qui est Christian Jacquard, qui a beaucoup travaillé sur la nodalité et le feu, le brûlage des matériaux. Et puis je travaille également avec un sculpteur autodidacte qui est Jean-Charles Maïna. Et tous les 3 sont donc issus de l'ancienne équipe de Roumarkian. Voilà ce que je peux vous dire. Donc au départ, on a fait comme on a pu des rééditions avec des collections limitées. Et aujourd'hui, en fait, on crée un petit peu moins parce que à chaque fois qu'on essaie d'installer un nouveau modèle, eh bien, on porte un petit peu préjudice au modèle qu'on est d'ores et déjà en train d'installer depuis déjà 1 an ou 2. Donc, on y va très, très doucement en termes de nouveaux modèles. Par contre, on a développé... vous m'arrêtez parce qu'une fois que je suis lancée, c'est terrible. On a commencé un travail avec les palaces et les chefs. Et c'est quelque chose depuis 2 ans. Et là, malheureusement, je dois dire qu'on est un petit peu en difficulté, comme tout ce secteur d'activité. Et c'est bien dommage parce que l'art de recevoir à la française, c'est une promesse pour beaucoup de gens autour du monde. C'est aussi un patrimoine sur lequel on ne doit pas s'endormir. Et c'est quelque chose de très fragile. Et nous sommes très fragiles. Voilà. Isabelle, est-ce que ça marche mieux ? Est-ce que ça marche ? Oui, génial. Alors, je vais me dépêcher avant que ça retombe. Je parle plus, Isabelle. Bon, alors, donc, je parlais de mon travail de designer et d'artiste qui m'a donc conduit à créer ce laboratoire de recherche où je fais intervenir des artisans, des fabricants, des artistes aussi. Enfin, voilà, on est donc un groupe dont vous avez une représentation ce soir.
qui sont en fait donc des femmes, voilà, que je remercie à qui je remercie d'être présente actuellement. Donc là, quelques petits partages. Je vois que tu es parti déjà, Philippe, vers des partages de choses qui ont été réalisées. Alors, regardez, je vais vous montrer en direct l'objet que vous voyez en photo. Voilà, vous voyez des choses sur l'écran. Je crois qu'on voit la même chose, n'est-ce pas? Ici, vous avez des objets qui sont exposés au musée de Faenza que j'ai créé pour l'exposition universelle. Voilà, donc on parle de céramique or qui ont été créées en Italie. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est un bois, voilà, voilà avec la forme de la goutte, parce que la goutte a été un thème qui a été créé lors de mon exposition Trionfo in Tavola à Milan, où Annie Feold, voilà, le concept Enoteca Pinchiori de son restaurant, je l'ai interprété en tant que design, et autour de la table, j'avais créé tout un concept autour de la goutte. Donc, c'est un des éléments qui avait été créé à l'époque pour ça. Donc, là, je vois que tu montres alors un objet qui est très particulier, qui m'a été inspiré, donc le plat de l'exposition 2015, qui en fait est un plat qui est réversible. Donc, on a deux possibilités de pouvoir l'utiliser en le retournant. J'en ai un exemplaire ici qui a été fait en verre de Murano, voilà, qui a été fait par Daniela Poletti, qui est une société en Italie de très très bonne, aussi extraordinaire pour la création d'objets en verre, qui fait partie aussi de mes sponsors. Des petits objets, alors voilà, on a la suite, hein, on a l'idée plutôt gastronomique. On a le citron, un peu l'idée du citron à droite, toujours fait dans les mêmes matériaux avec le verre de Murano. À gauche, un modèle beaucoup plus gastronomique où on peut mettre quelque chose de un petit peu plus prestigieux comme plat, etc., comme présentation. Oui. Sur Triomphatable, voilà, c'était des choses qui avaient été faites pour l'exposition Triomphatable 2020 qui n'a pas eu lieu puisqu'elle était annulée il y a quelques jours. Donc, elle devait être faite il y a quelques jours et voilà, si tu peux passer à l'autre. Ouais, c'est bien triste. Hein. Voilà. Donc là, on a par exemple un de mes objets cultes qui sont des petites choses comme ça que j'ai ici, que vous voyez en même temps, qui sont faits en platinium et en or céramique, qui sont soit une patère, voilà, et qui ont été faits avec tous les drapeaux. Tous les pays qui ont participé à l'exposition universelle en 2015. Donc, c'est une collection qui avait été créée spécialement pour ça. Voilà. Là, nous avons un modèle qui s'appelle le modèle Champagne, qui est une version assise du concept, qui est en hêtre, qui est fait par la société Riva en Italie. Et là, nous avons aussi, toutes ces personnes-là sont des sponsors, la société Amorim, le fabricant qui fabrique dans le monde, je crois, la plus grande quantité de bouchons industriels qui bouchonnent toutes vos bouteilles, qui est fait donc en liège. Le liège étant un matériau très écologique, puisque moi, je prône le développement durable en tant que designer. Mais cette particularité de ce que vous voyez là, peut vous paraître très simple, mais très compliqué à faire techniquement parlant, puisqu'il s'agit de la réutilisation de bouchons qui ont déjà été utilisés, non pas du liège pris en masse, et voilà, mais en plus de bouchons qui ont été, donc on parle de la réutilisation des matériaux avec cette prouesse technologique auquel je crois que je dirais c'est un de mes plus beaux travaux parce que finalement on aboutit à quelque chose qui est très en relation avec les problématiques aujourd'hui que l'on peut rencontrer, voilà, c'est-à-dire l'éthique
l'éthique de développement durable de la sustainability. Alors bon, ça c'est par exemple alors donc pour la petite histoire, j'allais quand même vous montrer la baguette, la baguette de pain qui a été reproduite pour l'exposition universelle. Donc ça faisait partie de mon travail d'artiste où il y avait des baguettes géantes avec des grands messages qui étaient écrits à l'arrière et auxquels je tiens énormément parce que ça fait une partie de mes caractéristiques en tant que designer et artiste, puisque je suis engagée et où j'avais écrit la fin, c'est la fin, et la fin, c'est la fin, mais dans les deux sens. Ça veut dire FAIM, la fin, c'est la fin FIN, et la fin FIM, c'est la fin FIN. Voilà. Donc, mon rôle, je vous parlais tout à l'heure, peut-être que je pense qu'on a fini de montrer quelques photos. Alors là, oui, on a effectivement un autre slide qui parle de triomphe à table, qui parle de la gastronomie, de notre culture et notre patrimoine. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette exposition. Je ne sais pas si tu peux aller plus loin dans les slides. Voilà. Donc, un peu avant. Donc ça, on a déjà vu. Tu peux passer, voilà. Donc, voilà, tu peux passer peut-être. Je passe. Oui. D'accord. Ça, on n'avait pas vu, mais c'est beau. Voilà. Ça, on a déjà vu. C'est tous les dessins qui ont servi à ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire, je trouvais que c'était intéressant de voir quel était le travail qui avait été fait pour arriver à ça. Voilà. Alors, si tu peux revenir en arrière. Oui. On a encore en arrière. Voilà. Ici, on a partage donc de la tradition de manger. Et on a aussi l'art qui se mange, c'est-à-dire que on a des petits chocolats qui sont des formes artistiques que j'ai créées pour l'exposition universelle, qui ont été déclinées et qui sont comestibles en fait, voilà. Et on ne mange pas trop parce que c'est plutôt un bel objet, enfin voilà, un objet culte. Alors, en parlant de cet objet culte, je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, si tu veux bien aller plus loin dans le déroulé, Philippe. Voilà. Donc là, on voit toutes les tables qui ont été créées avec les grands chefs. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des grands chefs étoilés. Donc, on a en haut, on voit David Oldani. Alors, je ne sais pas si tu vois, voilà. David Oldani qui est en fait qui a été, bon là vous avez un petit peu l'explication par écrit, mais bon, où j'avais fait toute une salle, voilà, vous voyez le détail de sa table, que j'avais appelé créativité. Donc chaque chef étoilé avait sa petite maison où j'exprimais avec un travail derrière de création de tables, de chaises, de luminaires, de sculptures, etc. tout autour de la table. Si tu veux passer. Voilà, donc là, on a Ernest Knam. Et donc là, vous voyez les objets que je vous ai montrés précédemment, qui en fait, lui, ne travaille qu'avec du chocolat. C'est-à-dire que toute sa gastronomie est faite à base du chocolat. Donc, on avait appelé Partage cette jolie maison. Donc là, vous avez quelques photos, voilà, toujours de mon emblème qui est en relation avec le vin, avec le partage. Sachant que ce que je suis en train de vous montrer, on va peut-être le voir plus loin, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont là c'est la partie artistique, la page que vous voyez actuellement, qui m'a été inspirée parce que j'ai eu la chance d'avoir le prix Léonard de Vinci dans les années 90. J'ai pu voyager dans le monde entier. Et Léonard de Vinci est toujours venu dans ma vie comme un élève, enfin voilà, je dirais quelqu'un de très important. Et donc, on m'a permis d'exposer sur sa vigne lors de l'exposition universelle. Le thème étant nourrir la planète, je trouvais ça très logique et intéressant
parler d'un symbole. Étant l'Institut français qui m'avait invité, donc le ministère des Affaires étrangères, je me suis dit, voilà, il faut parler de quelque chose de très français. Donc pour moi, c'était un moyen d'exporter aussi la France, le symbole du champagne. Voilà. Donc tu passes la vidéo ou... Je vois que tu as la vidéo, Philippe. Vous la voyez là? Voilà. On a Annie Féold. Donc là, vous voyez, vous allez voir des bouchons géants qui bougent derrière. Ce sont des pièces de musée qui sont gigantesques. Je ne sais pas si on voit beaucoup. Voilà, Awareness CNAM, et on voit la table d'Annie Féold qui est là. Alessandro Mendini, que j'avais invité, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà, et nous avons l'exposition. Voilà, là, ici, on avait la miquette parce qu'en fait, ma dualité entre la France et l'Italie, puisque je suis franco-italienne, m'avait amené aussi à on avait fini l'exposition par une pièce de théâtre. Voilà, donc là, on a quelques photos des tables qui ont été créées. Voilà, donc là, on est vraiment dans l'expression de la culture française dans toute sa grandeur. D'accord. Voilà. Et donc, tu es à la fois designer et à la fois artiste, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est une conséquence logique, je dirais, tout à fait, oui, logique. Voilà. Comme le thème était le design et la créativité autour de la table, il est vrai qu'aujourd'hui, la créativité est quelque chose de très, très important, encore plus aujourd'hui. Donc, je voulais vous citer cette phrase vraiment de Boris Cyrulnik, ce grand philosophe d'aujourd'hui, qui disait voilà, par malheur, le bonheur nous rend inactifs et le malheur en recherche. Voilà, donc on a besoin de créativité aujourd'hui avec la période que nous vivons tous. Et voilà, je voulais ça n'est qu'un début pour être créatif et repenser ce monde aujourd'hui dans nos secteurs d'activité qui souffrent énormément. Alors là, on passe à Sophie. Voilà. Oui. Je te laisse. C'est l'expression de la créativité de nos clients. Chez Procédé Chanel, on fait de l'architecture de papier. Ça veut dire qu'on crée des papiers aussi. Donc, on conçoit des papiers, principalement des produits non-feu, fabriqués intégralement en France. Et ces papiers vont être utilisés par les créateurs, les archis. Là, on a Daniel Rubin qui est architecte et qui a repensé un restaurant dans le parc des expositions de Paris Expo. Donc, avec des bandes de papier au plafond et des luminaires en papier. D'accord. Donc, ça peut être des applications pérennes ou événementielles. Là, on est encore dans une application plus pérenne. On est au restaurant, on est au château de Versailles. Donc, et là, encore Daniel Rubin. C'est un heureux hasard. Là, c'est plus de l'événementiel. Vous avez des petites alcôves réalisées en nid d'abeilles. Voilà, on nous demande, nous, d'apporter notre technicité avec des matériaux non-feu, antistatiques. C'est toujours du papier. Oui, c'est toujours du papier. Enfin, le papier, c'est un terme un peu générique. Oui, c'est vrai. Ouais, le papier, c'est un process. Vous pouvez faire du papier avec du tissu. Par exemple, les billets de banque, on appelle ça vulgairement du papier, mais c'est plutôt la méthode
méthode papetière à base aqueuse en fait. C'est-à-dire que vous avez de la fibre, ça peut être du coton, ça peut être du lin, ça peut être de la cellulose, et on met tout ça dans un petit tamis et on récupère une pulpe. Donc c'est ça le process du papier. Mais c'est pas forcément le composant papier. Et nous on fait ça avec différents composants, un peu plus techniques, hein, principalement polyester, fibre de verre et cellulose. D'accord. Voilà, là c'est un designer qui s'appelle Oscar Ono. Voilà, là c'est trop vite. Ouais, c'est pas grave. Ouais, on peut slider plus rapidement, peu importe. En tout cas, nous, on est on est au service des créateurs. On recherche. On est aussi pas mal en recherche et développement de techniques dont les créateurs vont pouvoir s'inspirer et créer à leur tour. Voilà, on aime bien dire qu'on est une boîte à outils au service des designers. Là, c'est assez beau. Ça, c'est à l'hôtel au Royal Monceau, qui a été réaménagé par Philippe Stark. Et le Royal Monceau offre dans le lobby une surface pour les artistes. Et là, on est sur une envolée florale de Soline d'Aboville. Donc chaque fleur en fait est posée sur une tige et elle est au préalable imprimée avec le plan du Royal Monceau à Paris. Donc il y a un petit plan qui est imprimé, c'est assez charmant. Voilà. Des petites installations végétales pour. J'ai choisi des sélections. Pardon Philippe. D'accord. J'ai choisi des sélections autour de l'hôtellerie, du restaurant, parce que c'était un peu la thématique du jour. Là, vous avez fait les revêtements sur les fenêtres, là ? Voilà, on a occulté un peu les fenêtres. C'était le cahier des charges du chef qui voulait un peu, je pense, concentrer l'attention des gens sur le plat, peut-être. Et puis limiter un peu la lumière. Et puis voilà, ce genre de luminaire qui fonctionne aussi avec. On crée en fait plein de choses. On fait jamais la même chose. C'est la chance qu'on a en fait, puisqu'on est en contact avec les créateurs. Alors là, c'est Isabelle, c'est plus nous. C'est bien aussi. Et vous êtes combien de personnes chez Procédés Chanel ? Alors en temps normal, on est 20 personnes. D'accord. On est à peu près 10 personnes en production dans nos ateliers avant et 10 personnes en commercial et administratif. On vend un tiers de nos productions à l'étranger. Donc on est présent dans 40 pays dans le monde. Et on existe, c'est notre carte d'identité rapidement, on existe depuis 126 ans. Et nous sommes également entreprise du patrimoine vivant depuis 2 ans. D'accord. Donc toi, Isabelle, tu prônes l'art, le design et l'artisanat, les savoir-faire. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le fossé, enfin, voilà, c'est beaucoup rapproché. Et puis parce qu'aussi on travaille en groupe. Moi, je crois beaucoup à la collaboration. C'est pas par hasard si j'ai demandé à toutes ces femmes merveilleuses de venir ce soir, parce que je crois que ensemble on fait des choses beaucoup plus pertinentes que chacun de son côté. Et donc je pense que le futur c'est ça, c'est réfléchir ensemble pour avancer et créer un partage de richesses communes. Voilà. Alors, tu as eu Laura au téléphone, elle était fort perturbée par l'actualité. Oui, Laura Colagreco qui souhaite venir, mais c'est vrai qu'ils vivent une période un peu difficile au sein du Mirazur. Je crois qu'il était difficile peut-être d'être présent, avec toutes les annonces gouvernementales de fermeture de restaurants qui sont vraiment très compliquées et on peut vraiment comprendre. Et on les soutient vraiment. Tu as fait des choses avec eux ? Alors,
nous sommes amis et je n'ai rien à te dévoiler comme actuellement, comme nouveauté par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, bien sûr. Bon, moi, je suis dans une région qui est très proche puisque je suis physiquement à Cannes maintenant. Et après avoir voyagé beaucoup et avoir eu une agence à Milan, à Paris et un peu dans le monde entier. Donc voilà, ce qui m'a permis aussi de pouvoir travailler dans le passé avec donc des chefs étoilés et d'avoir compris que finalement, voilà, le résultat, c'est vraiment ce qu'on fait ensemble et surtout avec des compétences très différentes et variées. Et qui n'était pas le cas encore, rappelle-toi Philippe, il y a encore 20 ans dans le design et la créativité n'avait pas du tout les mêmes composantes. C'est comme faire de la cuisine, on n'y mettait pas du tout les mêmes composants pour faire le même plat. Et du coup, voilà. Et alors qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler ensemble et de s'enrichir des compétences des autres, en fait. Voilà. Et si je peux me permettre, les chefs n'étaient pas médiatisés comme ils le sont à l'époque. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ne se considéraient pas comme des créateurs, oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Et c'est ce qui fait que le travail qu'on peut faire avec eux aujourd'hui oui. Permet de différencier et de valoriser bien plus cet art de vivre à la française. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps pour Yannick Aleno à la BIS avec son chef japonais et les couverts qui ont été retenus sont un rappel du décor et du sculpteur qui a fait le décor de la salle autour des tables en fait. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant. On avait les ors, on avait la merveilleuse porcelaine peut-être de Sèvres ou d'autres ailleurs, mais ça n'évoluait pas. Or aujourd'hui, on voit que l'intervention de l'évolution du métier de chef a fait aussi évoluer nos propositions et que vraiment, ce que tu disais, Isabelle, c'est qu'on travaille vraiment en collaboration et c'est juste passionnant. Émilie, travail d'art, de design et des ateliers d'art. Oui, cet art de vivre à la française, en fait, avec toutes ces synergies de compétences comme les vôtres, est-ce que finalement, elle a un équivalent dans le monde? Est-ce qu'il y a d'autres pays du monde qui proposent de telles synergies de compétences dans ce domaine-là? En tout cas, quand on voyage et on travaille avec des industries étrangères, chacun a sa compétence, mais c'est vrai que peut-être en Italie, oui, on est très compétent dans différents domaines, mais là, en tout cas, on parle de l'hôtellerie, puisque bon, c'était un peu le thème aussi de la semaine. La gastronomie en Italie aussi est à un niveau bon voilà, on sait pas, enfin c'est quand même tout vient de la France quoi, je veux dire, on est quand même une culture voilà, on a subi la Renaissance aussi hein, donc il Rinascimento, enfin voilà, italien, et ce qui fait que en fait quand on voyage, et moi je l'ai vécu lorsque j'allais au Japon il y a 20-30 ans travailler, j'ai tout de suite compris que en fait, ce qui existait, c'était la culture française partout, quoi. Il n'y avait que ça. À la base, après, il y a eu la culture italienne, mais on est vraiment très... Voilà, c'est une dualité, enfin, on est très ambivalent et on se complète vraiment, je pense. On a des particularités différentes, mais on se complète. Et quand on voyage, on s'aperçoit que le monde est construit de ça. La culture, c'est ça, en fait, la culture. C'est la culture latine. C'est vrai qu'on peut remercier aussi les chefs de soutenir les artisans d'art parce que, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont très sensibles au savoir-faire originaux parce que même ils sont des créatifs d'ailleurs, peut-être ils ont cette sensibilité, mais il y en a quand même qui aident beaucoup les ateliers. Enfin, c'est ce que tu disais sur Yannick Aleno. Enfin, heureusement qu'ils sont là, certains. Oui.
Ils sont les vecteurs à l'heure actuelle, hein, de toute notre culture. Hein. Ouais. La culture française, en fait, à mon sens, hein, je vais peut-être dire une bêtise, mais elle est marquée par Louis XIV, par Versailles, par Catherine de Médicis, qui est venue d'Italie avec la fourchette, hein, tout simplement. Et puis nous, on l'a mise après, on a mis tout ça en musique, en forme, avec tout ce travail du XVIIe et XVIIIe siècle qui reste quand même partout, hein, la référence dans l'inconscient collectif. Hein. Mmh. Bon, Isabelle, un peu pénalisée par cette expo qui n'a pas eu lieu. Oui, oui, évidemment. Nous sommes tous pénalisés par plein d'expos qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça serait voilà, je pense que c'est vraiment un problème parce que la culture aujourd'hui subit un choc énorme et que voilà, la culture, c'est ce qui réunit aussi. Hein. C'est ce qui réunit. Hein. Une part de ton chiffre d'affaires, Sophie, qui se fait dans l'événementiel, ça doit être pareil, quoi. C'est beaucoup de choses bloquées. Mm-hmm. Oui, on a tout à l'arrêt en termes d'événementiel. Les parcs des expositions sont fermés. Voilà, on est effectivement très impacté. Et ce qui fonctionne encore pour nous, c'est l'architecture pérenne, des projets de plafond dans des hôtels ou des équipements de bureau. C'est une réactivité beaucoup plus lente. Ça nous permet aussi de réfléchir différemment. Et c'est comme repenser complètement notre activité, en fait. Nous qui sommes tout le temps en train de travailler la veille pour le lendemain. Voilà. Donc, c'est aussi un rapport au temps qui est un petit peu différent. Ça change quand même pas mal de choses. Mais on arrive à travailler. Pour répondre à la question d'Émilie sur l'art de vivre à la française, est-ce unique, hein, moi, je dirais que c'est sûrement unique, mais du fait de travailler dans le monde entier, on s'aperçoit aussi de la richesse des différents... Moi, j'ai 35 distributeurs et je vois des choses qu'on a un petit peu initiées avec Procédé Chanel. Je vois les choses évoluer différemment dans chaque pays et ça fait super plaisir aussi de voir que il y a un art de vivre que les différents pays, les différentes cultures s'approprient et font évoluer aussi. Et du coup, j'ai pas d'exemple précis à vous montrer en photo parce que je n'y avais pas pensé avant, mais on fait des choses assez magnifiques en Chine, par exemple. Moi, je suis assez bluffée par la créativité chinoise. Et en fait, son audace, l'audace les choses sont énormes, sont rapides, ils nous bluffent un peu, hein, par leur capacité à rebondir. En tout cas, vous êtes toutes les trois des bons vecteurs de la créativité, de la création française, hein, en tout cas. En tout cas, oui, je crois. Merci de ce moment. C'était très agréable de parler de design et d'art. À bientôt. À bientôt. Merci Philippe. Merci à tous. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.